Très bien, il me revient l'honneur et le privilège de débuter cette première table ronde qui aura pour thème quel secours d'urgence et aide médicale urgente pour demain. Donc, au niveau des rôles, donc, je vais avoir le plaisir de présider cette table ronde en présence de directeur, de président. Donc voilà, il n'y a aucune malice de ma part. Je serai accompagné par Patrick Yardjen comme modérateur et Mathieu Jolin comme animateur. Donc, je vais vous présenter rapidement les différents intervenants. Donc, Madame Tiffaine Pinault, qui est directrice des sapeurs-pompiers de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des SDIS. Le président Olivier Richoux, président du conseil départemental de la Mayenne, président de CASDIS de la Mayenne et président de l'ACNIS. Le président Jean-Luc Claise, président du conseil départemental et président de CASDIS de la Gironde. Le président Jean-Paul Bossuan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et élu au Savoyard. Le docteur Thomas Meunier, donc, qui est local de l'ETAP, puisque médecin-chef du pôle des urgences du CHU de Bordeaux, ancien député et rapporteur du projet de loi relatif à l'organisation de la transformation du système de santé, Ma Santé 2022, et également pilote de la mission du pôle national de la refondation des services d'urgence, mission urgence. Fabien Matras, enseignant, ancien député de la 8e circonscription du Var, ancien sapeur-pompier volontaire et rapporteur de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile, la fameuse loi Matras. Le docteur Karim Tazaourt, président de la Société française de médecine d'urgence, à la tête du service des urgences du centre hospitalier Édouard Herriot à Lyon. Le docteur Marc Noisé, président de SAMU Urgences de France, chef du service SAMU SMUR 68 et des services d'accueil des urgences du groupe hospitalier de la région Mulhouse-Sud-Alsace, et le docteur Norbert Bergignac, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, en charge des secours et des soins d'urgence aux personnes et du service de santé et de secours médical, médecin-chef du SDIS de la Manche. Bien, merci Monsieur le Contrôleur Général. Donc, Madame, Messieurs, cet après-midi, 1h30 d'échange autour de 4 thématiques. Je vous propose d'ores et déjà de rentrer dans le vif du sujet avec le premier thème qui va animer cette table ronde. Numéro d'urgence unique, régulation médicale, service d'accès aux soins. Pourrait avoir sur la réactivité et la coordination de secours. Et j'invite Monsieur Fabien Batra à répondre en premier. Bien, merci de votre question et merci de l'invitation. Sur la question du numéro d'urgence, moi j'aimerais faire une réponse en deux temps. Tout d'abord, aujourd'hui, si on se place dans la peau de la victime ou du patient, il y a entre 13 et 15 numéros d'appel et en situation de stress, la personne doit identifier quel numéro il doit appeler qui correspond à sa situation. Donc je pense que de ce volet-là, déjà, on peut tirer un premier enseignement, c'est qu'il faut arriver à simplifier ce modèle. Et selon moi, ce n'est pas à la personne qui est en détresse et qui demande de l'aide à, en parlant vulgairement, en faire déjà la moitié du travail pour savoir à quel service il doit se tourner. Donc je pense qu'on a une réflexion qui a été conduite à l'époque avec Thomas Meunier, une réflexion commune qui doit nous conduire à simplifier ce système dans l'intérêt de la victime. Donc premier élément, à mon avis, c'est celui-là. Et pour répondre plus directement à votre question sur la coordination des secours, en fait, si on parle de numéro unique, à mon avis, on parle de plateformes communes qui vont avec les numéros uniques. Et je suis assez convaincu que, d'une part, comme le disait la directrice tout à l'heure, dans l'ensemble ou dans l'essentiel des départements de France, les relations entre les pompiers et les SAMU sont bonnes. Mais si on veut les améliorer et si on veut régler les quelques difficultés qu'on peut avoir dans certains départements, il faut amener les personnels sur le terrain à travailler ensemble sur des plateformes communes pour leur permettre déjà de mieux se connaître et puis d'être conscients aussi des difficultés des uns des autres. Voilà un premier élément de réponse. Très bien, je vous remercie. Peut-être Monsieur Marc Noisé, Dr Noisé, un élément de réponse par rapport à ces premiers éléments. Oui, bien sûr. La première chose, je pense qu'il faut poser, c'est l'objectif qu'on se donne. Et je pense que l'objectif, il est commun, quelle que soit la plateforme de gestion des appels, c'est de donner une réponse adaptée aux besoins de la population et de garantir une soutenabilité du système. On a beaucoup parlé dans les propos introducteurs. On a aujourd'hui des contraintes économiques et on a des contraintes opérationnelles qui font qu'on doit travailler demain autrement.
Moi, je ne vais pas préempter les travaux d'expérimentation qui sont en cours dans le cadre de la loi Matras. Vous le savez, ils sont engagés en Auvergne-Rhône-Alpes et je nul doute qu'on aura, dans le cadre de ces travaux collaboratifs entre les deux ministères, des résultats qui nous permettront de trancher sur le modèle français qui devra porter demain nos numéros de secours, d'urgence et de sécurité. Si on regarde ce qui se passe à l'international, les choses sont très mixées. On voit qu'il y a des historiques, des organisations différentes et des résultats qui sont sans doute différents. Et d'ailleurs, tout récemment, la Suisse, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, a décidé de ne pas s'enclencher vers le 112 numéro européen qui est aujourd'hui porté par l'Europe. Donc, ce numéro unique aujourd'hui, ou en tous les cas cette plateforme commune, ont sans doute des intérêts. Aujourd'hui, on sait qu'on a une vingtaine de départements qui travaillent sur ce modèle-là, qui sont souvent des histoires d'hommes d'ailleurs, hein. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et qui sont aussi pour répondre à des contingences territoriales où les petites structures ont peut-être plus de raisons d'exister ou de coexister ensemble sur des numéros, sur des plateformes communes. Moi, ce qu'il me semble important dans la démarche, c'est de promouvoir d'une part l'interconnexion efficace de nos plateformes qui n'existent pas encore partout, avec une articulation qui permette l'entraide, parce que je pense que c'est de ça dont on a besoin. Le deuxième, c'est d'avoir un décroché en biniveau, parce qu'on a besoin d'avoir une performance dans le décroché, et c'est ce qui sera expérimenté également dans le cadre de la Matras. La généralisation du SaaS, dont on parlera sans doute un petit peu après, joue un rôle évident et probablement moteur sur la ligne directrice qu'on doit avoir, dans le sens où on se rend compte partout où le SaaS a été mis en place avec suffisamment d'antériorité, qu'aujourd'hui on a une efficience sur le parcours du patient et on a une optimisation des moyens qui sont mobilisés par le SaaS, et qui ne sont pas que des moyens de secours et d'urgence, et qui ne sont pas que des services d'urgence qui accueillent les patients. Et je pense que c'est une des lignes directrices. Et enfin, le dernier terme que je voudrais mettre, évidemment, et vous le savez, c'est ce que nous portons aujourd'hui, c'est l'intérêt de la régulation médicale pour optimiser effectivement la réponse qu'on peut donner aujourd'hui aux appelants dans le cadre de l'urgence médicale, de manière à sécuriser d'une part cette prise en charge, sécuriser le parcours du patient, et puis éviter l'envoi de moyens, la mobilisation de moyens qui nuisent à la gestion opérationnelle, notamment des véhicules du SMUR, des pompiers, pardon. Très bien, merci docteur. Madame la directrice, peut-être un avis sur justement cette question-là au titre de la Direction générale de la sécurité civile? Alors sur les plateformes communes, j'en ai parlé dans mes propos introductifs. Nous, à la Direction générale, on est convaincus depuis longtemps et d'ailleurs les expériences de terrain le montrent, sans qu'on ait besoin même d'attendre l'expérimentation de la loi Matras. La plateforme de mon voisin fonctionne depuis longtemps et elle fonctionne très bien. Et puis voilà, la vingtaine d'autres départements qui sont en train de lancer se lancent sur un modèle qui fonctionne bien. Donc voilà, nous, on pense que c'est le sens des travaux. Dans l'expérimentation Matras, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, en cher voisin, il y a d'autres choses qui sont prévues. Vous avez rappelé la plateforme de débruitage, qui est un modèle complètement nouveau, qui n'existe pas encore et qui n'a pas été testé. Donc ça, évidemment, on attendra les conclusions de cette expérimentation pour se prononcer. Mais sur les plateformes communes, voilà, quand j'en visite et puis quand j'en entends certains parler, on se rend compte que le fait de mettre les personnes au même endroit, au-delà d'ailleurs du SAMU et des sapeurs-pompiers, parce qu'il y en a qui accueillent d'autres numéros d'urgence, ça permet de fluidifier la réponse, de mieux mobiliser les moyens et souvent de faire des économies de moyens, de mieux rationaliser l'envoi des forces sur le terrain. On en est dans une période où on a une activité des services d'incendie et de secours qui augmente, voilà, qui suit une courbe ascendante d'année en année. Des moyens financiers des services d'incendie et de secours qui ne sont pas extensibles, qui ont cru ces dernières années, mais voilà, les collectivités locales qui les financent et l'État qui y participe aussi n'ont pas les moyens d'assumer cette pente tendancielle, en tout cas ne l'ont plus. Et puis le contexte financier qui est le nôtre aujourd'hui ne me ferait pas dire l'inverse, et je crois que personne ne peut le penser. Donc on a besoin de travailler à rationaliser notre système, dans le respect des compétences des uns et des autres, mais je crois que quand il y a des plateformes communes, on respecte bien les compétences des uns et des autres. Bien, je vous remercie. Vous avez cité l'exemple de Haute-Savoie, c'est une transition parfaite. Le président de Bosland
Un avis sur cette question, Monsieur le Président, cette première question? Aucun risque, Madame la directrice. Oui, si je peux évoquer tout de suite la plateforme, mais en Haute-Savoie, vous l'avez dit, hein, le docteur Noisel a dit, c'est bien souvent une volonté d'homme. Et Jean-Pierre Pierrefus, en 96, qui était le médecin-chef du SAMU 74, et Jean-Guy Laurent, pardon, qui était notre directeur départemental au sein du SDIS, ont eu l'idée de créer cette plateforme commune. Aujourd'hui, enfin, je sais qu'il y a des Hauts-Savoyards dans la salle, pardon, c'est plus un sujet. Les équipes de secours de Haute-Savoie aujourd'hui, on est dans une logique de gestion de l'alerte, c'est rentrer dans les habitudes. Et vous doutez bien que si le système ne fonctionnait pas depuis le siècle dernier, il y a bien longtemps que nous aurions fait marche arrière. Cette plateforme, c'est quoi? C'est concrètement un plateau qui fait un peu plus de 600 mètres carrés. 600 mètres carrés qui mutualise plusieurs composantes, puisque, bien sûr, je vous ai cité le SAMU, le SDIS. On a aussi la permanence des soins qui est présente dans cette salle. On a le téléalarme qui nous permet de répondre bien souvent à nos aînés. On a, si j'ai de bonne mémoire, on a aussi le 115 pour l'hébergement des personnes en situation sociale. On a aussi l'écoute sociale qui est organisée, qui permet de prendre en charge certaines situations qui pourraient embelliser d'autres services d'urgence. On a aussi la DBT, le service des roues, qui est aussi présent au sein de cette plateforme. C'est ce qu'on dit souvent à la fédération, c'est le syndrome de la machine à café. Tout le monde travaille dans la même salle, on échange. Je n'ai pas dit que tout le monde partait en vacances. En l'occurrence, ce n'est pas l'objectif à atteindre. C'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de répondre correctement à la demande de secours. Il y a une vraie fluidité, il y a cette transversalité. Je vais donner un exemple concret. Lorsqu'à Annecy, nous avons eu ces enfants qui ont été poignardés par un individu, le fait d'être tous sur la plateforme a permis, avec les médecins du SAMU et les sapeurs-pompiers sur le terrain, d'engager immédiatement le transfert vers le centre hospitalier rapidement et accessoirement d'atteindre notre but de sauver la vie de ces enfants. Nous pourrons presque aujourd'hui avoir les Bleus avec nous, nos forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie. Tout ce travail, il a été progressif depuis 1996. On est allé jusqu'à, avec le SAMU, construire une arborescence de prise en compte de l'appel d'urgence, c'est-à-dire qu'en clair, que ce soit un PARM ou un sapeur-pompier qui décroche, on peut engager des moyens, un PARM peut très bien en Haute-Savoie, engager des moyens d'incendie sur un feu. L'arborescence est tellement bien construite ensemble, partagée, et il suffit simplement de cliquer et de lire ce qui vous est proposé. Et bien sûr, chaque service reprend après la gestion de ses propres moyens. L'idée, c'est pas que les sapeurs-pompiers gèrent tout. On a bien assez à gérer nos services. En tous les cas, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a, même chez les sapeurs-pompiers, des plateaux très larges, puisqu'on a aussi des acteurs du secours en montagne. On a aussi un officier de sapeurs-pompiers du service de santé présent sur le plateau, ce qui permet chacun dans sa catégorie, en gardant nos devoirs de réserve métier, de pouvoir gérer les demandes de secours. Et Madame la directrice, vous êtes bien naturellement la bienvenue en Haute-Savoie, mais je crois que vous allez venir dans quelques jours avec Julien Marion. Parfait. Je ne sais pas. Ah, je vous l'annonce. Bien, merci Président. Je me tourne à présent vers vous, Dr Meunier. Vous êtes à l'initiative du service d'accès aux soins. Quel avenir voyez-vous à la régulation médicale et qu'est-ce que vous attendez de ce SAS sur du court, moyen et du long terme? D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je veux profiter, étant effectivement un peu le local de l'État, pour remercier aussi le contrôleur général Vermeulen et ses équipes, parce que je vois François Portelini, Sylvain Bienot, pour le bon travail en synergie que l'on mène ensemble depuis plus d'un an maintenant, et qui permettent de répondre aux enjeux de secours et de santé au bénéfice des Girondins.
Cette question, alors j'imagine que j'ai seulement 2 minutes, environ. Je pourrais vous en parler très très longtemps. Le SAS, il est né, il a été annoncé en 2019. Il a pris forme sur le territoire à partir de fin 2020, début 2021. Et je considère que c'est véritablement l'avenir du système de santé. Ça nous a permis, parce que là on parlait de numéros et je ne reviendrai pas sur ce débat-là, mais ça nous a permis aussi dans le monde de la santé de parler entre nous des différents numéros qu'on avait entre l'urgence SAMU et le soin non programmé géré par la médecine de ville. Et aujourd'hui, on travaille en synergie, en symbiose, même j'ai envie de dire, entre le monde libéral et le monde hospitalier. Ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, le CES, on n'en voit que le début. D'abord parce qu'il n'est pas encore déployé partout, parce qu'il est loin d'être mature partout. On a la chance en Gironde d'avoir un SAS bien développé et qui avance très fort. D'abord, sur l'architecture, ça nous impose des défis immenses parce qu'on est passé, en passant au SAS, de 600 à 800 000 appels par an sur notre plateforme de régulation. Donc, quand on est dans un projet de construction d'un nouveau SAMU SAS, c'est vrai qu'en parlant quand je vous entends parler des surfaces, nous, c'est quasiment la surface qu'il nous faudrait pour la santé. Derrière, il y a des enjeux pour répondre au patient, pour lui apporter le bon soin au bon endroit, au bon moment. Et donc, on est en train de travailler des filières pour éviter que tous les patients arrivent, comme c'était trop souvent le cas auparavant, aux urgences, avec des transports que vous connaissez, des prises en charge que vous connaissez, qui arrivaient bien trop souvent aux urgences. Je suis très heureux d'avoir entendu Madame la directrice dire que les travaux avancent pour permettre la dépose en maison de santé, parce que c'est une idée qui a été lancée en 2017-2018 et on voit bien la latence pour voir se concrétiser les choses. Mais c'est le développement de filières avec la médecine libérale et les CPTS, le développement de filières avec toutes les spécialités de médecine de ville et les équipes de soins spécialisées qui commencent tout juste à naître, nous permettront aussi, pour un patient qui a un problème cardiologique, de l'emmener directement au cardiologue, pour quelqu'un qui s'est cogné la tête, de l'emmener directement au cabinet de radiologie pour lui éviter d'aller aux urgences. Et on s'est aidé par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dont vous allez parler sur le congrès. On est tout juste en train de voir le champ des perspectives de prise en charge et de moindre hospitalisation que le SAS va permettre. Très bien. On reviendra par la suite sur les perspectives justement du secours et la prise en charge des patients. Fabien Matras, des éléments complémentaires peut-être à apporter à cet éclairage du SAS, la perception que vous avez eue en tant que porteur du numéro unique. Sur le SAS, pour moi, il n'y a pas de discussion. D'abord, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que ça peut tout à fait cohabiter avec les plateformes communes dont nous parlions tout à l'heure. Tout à fait. Après, oui, je pense qu'en effet, Thomas a raison dans le sens où on voit bien qu'au niveau médical, il y a besoin aujourd'hui d'une meilleure coordination des acteurs, ne serait-ce que peut-être du monde de la santé. Mais on peut très bien ajouter ça avec des plateformes communes et faire en sorte que les gens travaillent tous ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas contradictoire. On a souvent essayé d'opposer quelque part les deux visions qu'ont portées Thomas et moi à l'Assemblée, mais en fait, je pense qu'on peut très bien marier les deux et avancer dans les deux directions. Après, la question qui va se poser, c'est celle du numéro, mais ça, les expérimentations sont là pour trancher cette question. Alors, les expérimentations, dont je rappelle que la loi avait laissé 2 ans pour les réaliser, et qu'on est bientôt à 4 ans et qu'elles n'ont toujours pas été réalisées. Donc, il faudrait peut-être les faire maintenant, ou alors décider qu'elles sont faites dans les endroits où il y a des plateformes communes, et puis dans ce cas-là, trancher la question. Mais je pense qu'il faut qu'on avance. Justement, Madame la directrice, un avis peut-être sur cette temporalité, au titre de l'État, un arbitrage peut-être à venir? Sur la temporalité, il y a beaucoup de travaux qui ont été engagés. C'est vrai qu'il y a des sujets techniques, notamment d'interconnexion entre les différents systèmes. Donc, c'est ça qui a conduit à prendre du retard dans la mise en œuvre de l'expérimentation. Il faut que les systèmes informatiques se parlent. Puis il y a d'autres aspects plus politiques en dessous. Mais en tout cas, les deux ministères travaillent, je crois sincèrement, et au sein du ministère de l'Intérieur, nous, on travaille aussi sincèrement avec nos collègues gendarmes et policiers sur ce sujet. Donc, nous y travaillons. Je vous remercie, docteur Modé. Un avis peut-être sur cette question. Vous avez souhaité échanger sur ce sujet, entre autres. Sur le retard d'avancement? Alors, c'est une perception, hein. C'est un sujet évidemment compliqué. Enfin, on sait qu'on touche à quelque chose de très sensible. Chacun des métiers, et pas plus
pompiers, que SAMU, que secours, hein, que sécurité, je veux dire. Parce qu'on sait que nos collègues de la police et de la gendarmerie ont également des sujets à défendre là derrière. Moi, je pense que l'expérimentation telle qu'elle est définie a des intérêts, parce qu'effectivement, elle permet de neutraliser un certain nombre de choses. Après, effectivement, il y a une dimension technique qui est non négligeable. Il y a une dimension financière également, hein, parce qu'il y a quand même quelques, financements à mettre en œuvre pour avancer. Et puis après, on a, des sujets, métiers purs parce que ça permet aussi aux métiers de se rencontrer et d'avancer sur la façon dont on travaille ensemble et je pense que c'est ça, moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ça nous permet aujourd'hui de nous questionner sur, notre façon de travailler et d'inventer sans doute la suite, quels que soient les résultats de cette expérimentation. Maintenant, je partage le fait que, c'est dommage que, ça traîne en longueur parce qu'effectivement, on espérait un démarrage en janvier 2025, on sait que ça ne sera pas janvier. Heu, voilà, donc il est temps de sortir de ce sujet et puis de pouvoir, avancer parce que la réalité qui nous concerne aujourd'hui et qui presse le système, nous oblige de toute façon à construire différemment. Donc si ça pouvait être conjointement, je pense que ce serait une bonne chose. Très bien. D'autres interventions à ce sujet peut-être? Je Monsieur Richaud, je vous en prie. je voulais juste dire interview, il faut juste offrir un stylo à madame la ministre de la Santé et se dépêcher pour qu'elle signe au moins le décret qui permettrait de lancer l'expérimentation. Voilà, c'était juste une petite touche de mots. Alors, du coup, président Richaud, président Glaise, je me permets de me tourner vers vous sur la question suivante, puisque nous avons eu un avis technique avec une couleur sapeur-pompier, une couleur médicale, un avis de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Pouvez-vous nous dire, pardon, si selon vous, les plateformes communes peuvent faciliter la gestion de ces appels, la coordination des moyens et, in fine, une amélioration de la réponse du service public avec une maîtrise des coûts associés? J'ai l'impression qu'il y a la réponse dans la question. Un petit peu. Peut-être quand même revenir sur l'exemple girondin qui est assez particulier, puisque la Chambre régionale des comptes a fait le constat que nous étions quasiment hors norme sur le nombre d'interventions de secours à personne par rapport à 1000 habitants, ramené à 1000 habitants. Nous sommes, nous, sur une frange haute, y compris en comparaison avec d'autres départements à peu près de même nature que nous, comme la Loire-Atlantique ou la Haute-Garonne, par exemple. Donc ça, c'est une vraie particularité. Et le calcul qui a pu être fait, c'est que pour un certain nombre de ces interventions, elles ne se justifient pas comme étant des interventions du cœur de mission des sapeurs-pompiers. Et lorsqu'on les chiffre, pour 2024, c'est à peu près 34 300 interventions qui ne relèvent pas du champ des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, en équivalent temps plein, 70 équivalents temps plein qui sont occupés toute l'année sur ces interventions. Donc il y a véritablement un sujet pour nous dans la capacité à clairement identifier ce qui relève du secours d'urgence et donc de l'intervention des sapeurs-pompiers et ce qui relève des carences ambulancières telles qu'elles ont été qualifiées par la loi. Et donc à ce titre, plus nous sommes en capacité d'identifier clairement, et moi j'entendais tout à l'heure la question des bleus en plus, je ne sais plus qui en a parlé, mais je pense que si déjà rouge et blanc arrivent à bien travailler ensemble, je pense que c'est quand même si nous arrivons à sécuriser, à rendre robuste le système d'alerte et d'identification des interventions, je pense que nous aurons déjà franchi un cap qui sera important. Et pour le coup, une plateforme partagée, je trouve intéressant, on l'évoquait avec Olivier Réchauffou en aparté, la question de l'urgence sociale est aussi un sujet. Les sapeurs-pompiers traduisent souvent aussi la manière dont ils sont désormais quasiment le filet de protection qui vient porter secours à des personnes en grande précarité ou en grande difficulté sociale. Donc on est au-delà de la question pure et dure de l'urgence sapeur-pompier classique. Et ce que l'on voit bien, c'est que la question du 115 est évidemment aussi un sujet à croiser en termes de plateforme, parce que nous savons que de plus en plus, c'est aussi un moyen de solliciter les secours. Alors le premier réflexe souvent, c'est de considérer que les sapeurs-pompiers peuvent être la réponse en la matière. Ça n'est pas forcément toujours la réalité. Mais si en tout cas la plateforme commune permet de réguler au mieux et de garantir que la réponse soit véritablement adaptée aux besoins, je pense que nous aurons déjà une avancée
conséquente. Et pour le coup, si les plateformes qui sont déjà en fonctionnement témoignent précisément de la plus-value qu'elles peuvent apporter, je pense que la généralisation devrait être le plus rapidement possible décidée et mise en œuvre. Vous peut-être un complément à titre de la CNIS? Oui, juste un complément pour dire que la complémentarité, elle est évidente aussi dans des circonstances malheureusement que nous connaissons trop. Alors, la Mayenne est concernée, mais nous ne sommes pas le seul département par ce qu'on ne veut pas appeler des fermetures, mais des régulations et services d'urgence qui ont lieu de plus en plus souvent quand dans des départements, des hôpitaux n'arrivent plus à faire face aux services d'urgence. Il y a cette régulation qui se met en place, qui est d'une quasi-fermeture, hein, surtout dans les périodes nocturnes. Et on voit bien qu'il y a les effets de débord immédiats chez les sapeurs-pompiers. Parce que lorsqu'un service d'urgence est fermé, ben, il faut aller 30, 40, 50 km plus loin et on transforme les sapeurs-pompiers en transporteurs, ce qui est de nature à ne pas les encourager dans leur mission, à les encourager dans leur mission, notamment les volontaires, à faire coincer quelquefois les employeurs qui acceptent de libérer les sapeurs-pompiers volontaires quand il s'agit de secourir, mais quand il s'agit d'aller passer du temps sur la route inutilement parce qu'un service d'urgence est fermé à côté, il y a une forme d'incompréhension de l'employeur parce que ça allonge d'une façon extrêmement importante le temps d'absence de son personnel. Donc on voit que le fait de travailler ensemble permet aussi sans doute d'échanger davantage ensemble sur les conditions de fonctionnement. Alors je crois qu'il y a quelques cas de plateformes communes qui se sont démariées, si j'ose dire. Hein. Je crois que c'était le cas en Maine-et-Loire, notamment pas très loin de chez moi, bon, pour des raisons de déplacement, etc. Mais ça fonctionne plutôt bien. Alors, moi, quand on préside un conseil d'administration, on n'est pas des techniciens, mais on est des financiers, hein, notamment. Et je crois qu'à ce titre, on est aussi attentif à ce que les financements publics qui sont mis en œuvre, que ce soit par les budgets de la sécurité sociale, des ARS ou de nous-mêmes, soient les plus efficacement possible utilisés. Et on voit bien qu'il y a sans doute une convergence à trouver pour rendre plus efficients les deniers publics, alors, dans la période qui court encore plus, mais ça doit être un accélérateur de mouvement et un accélérateur de décision. Ça fait trop longtemps que ce sujet se pose. On se souvient tous dans le monde sapeurs-pompiers de cette invitation du président de la République à l'Élysée, lorsque, après les grandes tempêtes, je crois que c'était en 2017, me semble-t-il, qu'il avait convié tous les opérateurs à l'époque et qu'il avait annoncé ce numéro unique. C'est vrai qu'on est 7-8 ans après et que les choses n'ont pas beaucoup avancé. Voilà, il faut faire confiance certes aux hommes et tout se passe aussi beaucoup en fonction des relations humaines sur le terrain et elles sont en général de qualité et donc il faut voilà, qu'on y ait un coup de pasteur et il y a des périodes où on doit être capable de bouger, y compris sur un sujet, je l'évoque en tant que président du SDIS, on a chacun aussi nos plateformes de traitement d'alerte. Moi, mon directeur est quelque part dans la salle. Lorsqu'on existe, notre outil métier va être en place. Garder 3 personnes la nuit prochaine d'un centre de traitement de l'alerte pour avoir 5 appels par heure, c'est pas impossible qu'avec un département voisin, on arrive à trouver un accord pour qu'à certaines périodes, on puisse peut-être aussi mutualiser nos plateformes. Donc, il faut aussi que l'on regarde comment est-ce que l'on peut, nous aussi, en attendant ces plateformes définitives, faire peut-être un peu plus d'économie d'argent public, parce qu'il en va de notre intérêt global. Docteur Tesarmont, vous souhaitiez intervenir à ce sujet? Ah oui, donc je veux faire. Je vais juste rappeler, il faut qu'on fasse attention à ne pas considérer que l'outil fait office de politique. On a tous un effet recherché dans une contrainte qu'on connaît, la contrainte économique, la contrainte ressources humaines et l'explosion de la demande. On a beaucoup de mal à faire la différence entre un soin urgent parfois et un soin non programmé. Et quand vous parlez, monsieur, de mission indue des pompiers, je l'entends. Mais est-ce que c'est indu a priori ou a posteriori? Ce qui est certain,
c'est que tous les pays sont en train de réfléchir à la régulation de l'usage de leurs moyens. On parle de régulation de l'usage des moyens, chercher l'efficience. La plateforme unique, l'idée de se regrouper pour travailler ensemble est excellente. Mais se colocaliser et considérer que ça fait office de tout, c'est faux. Je vous le dis clairement, c'est faux. J'étais en 91, j'ai vu des collègues blancs et rouges qui étaient cul contre cul. Ils ne partageaient même pas la machine à café. Je suis, moi, à Lyon, dans une ville où la simple plateforme santé, au sens large SAS, de 800 mètres carrés va monter à 1005. Les pompiers ont une surface énorme. Est-ce que c'est raisonnable d'être à 3000 mètres carrés? En termes de redondance, en cas de menace terroriste, est-ce que c'est raisonnable de se faire péter si on est tous colocalisés? En revanche, les échelons pompiers képis noirs, et j'espère demain des képis rouges, je sais que Naïma Baladi est dans la salle, sont colocalisés au SAMU. Et une des premières choses qu'on fera, c'est que le SAMU, enfin la plateforme santé, bascule sur la plateforme secours en cas d'événement. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Je pense qu'il y a un raisonnement par territoire à avoir. Et je crois de plus en plus à l'équité. Alors je sais que dans notre pays, c'est égalité, mais ce qui compte, c'est l'équité. Il y a des choses qu'on doit faire de manière équitable. Je pense que la priorité, c'est qu'on soit subsidiaire, qu'on puisse travailler, comme vous l'avez dit, monsieur, et c'est remarquable, interdépartement, ce qu'il est quasi impossible de faire, et que dans certains territoires, la plateforme unique, mais vraiment unique, avec un fonctionnement uniformisé, elle est absolument nécessaire et souhaitable. Dans d'autres, la redondance imposerait de faire différemment. En revanche, il faut qu'on soit interconnecté et interdépendant. Interdépendant avec des budgets un peu différents. Donc ça passe par la collaboration et la considération. Il n'y a pas un monde blanc, il n'y a pas un monde rouge. On a des budgets différents, des tutelles différentes. Ça, c'est un vrai problème. Mais sur le terrain, on arrive à s'entendre. C'est pour ça que, à la question plateforme commune pour tous, la réponse, c'est non. Moi, je m'y oppose, on s'y opposera. La réponse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent dans tel territoire avec des gens qui ont envie de faire? Parce que c'est la xème variable. Quand les mecs n'ont pas envie de travailler ensemble, c'est encore un autre sujet. Et pour finir, le numéro unique, c'est une autre affaire. Simplifier les numéros d'appel, c'est une évidence. Même nous, parfois, nous avons du mal à nous y retrouver dans le maquis. Mais comme on sait que le facteur temps est déterminant, est-ce que vous accepteriez qu'un premier décrocheur d'un numéro unique soit un échelon santé pour traiter un appel feu? C'est une vraie question. Moi, je pense qu'il faut rationner. Mais la question que je pose, je n'ai pas de religion. Mais petite quand même. J'ai le sentiment qu'il faut rationaliser massivement les numéros, mais je pense que dans notre population, le SAS le permet, un numéro secours, un numéro santé pourrait faire affaire, à la condition de s'interconnecter. Et là, derrière, on rejoue sur des outils. Qu'est-ce que signifie s'interconnecter, y compris échange de personnel? Je pense qu'on pourrait mettre des armes aux SDIS en opérateur, qu'on peut mettre des opérateurs santé spécialisés au SAMU SAS. Je pense qu'on peut vraiment avancer là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous dire attention. Faut qu'on fasse attention à l'effet recherché, plus qu'avec les outils, on s'adaptera. Je crois que quand on a parlé des outils et de la plateforme commune, enfin le président l'a rappelé, quand ça se met en place, il y a évidemment tout un travail qui est indispensable entre les différents services et qui est fait. Donc au-delà de l'outil, on sait bien tous qu'il y a cette coordination technique, des arbres de décision, du travail qu'il faut faire entre nous. Jean-Paul Bosselin, peut-être un mot? Non, simplement pour rebondir, mais vous avez raison, quand c'est partagé, construit ensemble, on l'a fait en Haute-Savoie. Hein. On est sur le territoire français, la Haute-Savoie, depuis 1860. Hein, donc, non, mais je tiens à le rappeler quand même si parfois ça peut être remis en cause par certains, mais plus sérieusement, l'arborescence du décroché a été fait ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, les armes peuvent engager un incendie. Sur un incendie, ça ne pose pas de problème. Alors, bien sûr, après, le CODIS va reprendre la gestion du feu, mais c'est logique. Et ça fonctionne. Mais oui, il faut que ce soit partagé. On est bien d'accord. On dit plateforme publique, on passe à c'est pour ça qu'il faut qu'on passe à bientôt. Alors, mon directeur n'est pas dans la salle. Il est resté dans ce très beau département. Oui, je sais, Olivier. Mais vous pouvez venir visiter la plateforme. Sans souci, vous êtes venu. Décidément. Allez, On va faire passer quand même, ça fait beaucoup de monde. Fabien Matras, vous souhaitiez intervenir juste avant, monsieur? Alors, monsieur Richou clôturant. Monsieur Matras, je vous laisse et puis nous allons continuer sur d'autres thématiques, parce que l'après-midi est très riche. Merci. C'est vraiment très rapidement, hein, mais c'est parce qu'on tourne un peu autour depuis tout à l'heure, mais sur la régulation médicale, juste pour rappeler quand même, parce qu'il y a aussi des contre-vérités qui ont été dites à un moment sur ça, moi je suis très attaché à la régulation médicale. Et je suis très attaché à la régulation médicale sur deux niveaux. C'est-à-dire qu'elle se fait à l'appel et elle se fait avant d'évacuer.
Et ça, enfin, je n'ai jamais entendu, moi, du côté, en tout cas, pompier, quelqu'un dire qu'il fallait remettre en cause la régulation médicale. Et si on met en place des plateformes communes, et même si demain on met un numéro unique, et même si ce numéro unique est le 112, je pense qu'il faut qu'il y ait une régulation médicale qui soit effectuée. Un mot, avant que le président Richefou conclue, si vous permettez, juste un mot pour répondre en partie directement à vient de dire Karim Tassarourt. Sur le 112, qui a été souvent opposé au monde de la santé, il y a comme 14 départements en France où le premier appelant pour un incendie, ça peut être mieux. Il y a 14 départements où le 112 arrive dans un centre 15, parmi lesquels le Haut-Rhin, mais aussi le Bas-Rhin, aussi la Moselle, sont des départements qui, dans le SAMU, pas le dernier en termes de qualité. Voilà. Je ne crois pas que les gens meurent beaucoup plus, finalement, dans ces départements-là. En d'autres termes, le 112, finalement, ce n'est pas le numéro tabou. Il est aujourd'hui reçu dans 14 SAMU en France. Bon, ça ne semble pas être... OK, ça ne semble pas poser un problème majeur. Alors, soit c'est des précurseurs de plateformes communes, j'en suis pas tout à fait sûr, soit finalement, le 112 n'est peut-être pas le vilain numéro qu'on a voulu il y a 3-4 ans présent. Rapidement. Vous êtes passé entre les fils. Il n'y a pas de numéro tabou. Et je remercie d'ailleurs Fabien. On n'a pas été d'accord sur tout, mais on a su trouver des compromis ensemble pour aboutir à la loi que je crois vous saluez. Oui, mais c'était même avant, mais ça a continué au moment de nos débats. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il est sûr que côté santé, il y a des études qui montrent que rien que le distinguo de numéro entre SAMU et soins non programmés, c'est délétère pour la santé des gens. Et c'était vraiment au fondement de la réflexion, ne serait-ce qu'à la création du SAS. Donc, on doit travailler ces sujets-là. De toute façon, les expérimentations, quand elles se lanceront, bien à la latence de l'action publique, permettront de trancher ce sujet. Pour autant, je crois que, sans parler de numéro tabou, en fait, ce n'est pas le fond du sujet. Et il ne faudrait pas en faire un totem qui nous empêche de travailler sur la bonne collaboration qu'on peut avoir au quotidien dans les territoires entre l'hôpital et le SDIS, entre nos plateformes qui, quand elles sont interconnectées ou quand on crée des liens, et on aura tout à l'heure un topo sur l'IOR et l'OSC, alors, on voit le modèle girondin, l'expérience montre que ça marche. Il ne faut pas s'arrêter au numéro-là qui pourrait bloquer et friser tout le monde, et justement continuer à travailler ensemble en se parlant au bénéfice de la population. Juste, voilà. Vous pourrez, dans cette même logique, je l'ai évoqué déjà, je pense que plus les personnes se connaissent et se rencontrent, et mieux ça a des chances de fonctionner. Et votre présence, et merci, est extrêmement importante, parce que vous êtes dans un monde où il y a plus de pompiers ici que de personnes du domaine de la santé, même si on a bien sûr les sous-directions de santé dans chaque SDIS, mais votre présence, à mon avis, est très utile. Et je l'évoquais d'un mot, je pense qu'on aurait intérêt, il nous arrive, nous, présidents de conseils départementaux, de signer les conseils de surveillance des hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas le directeur du CH à venir comme auditeur au conseil d'administration du SDIS? Voilà, c'est aussi des façons de mieux connaître les contraintes des uns et des autres, et sans doute de mieux fonctionner ensemble. Alors, formons un vœu. Voilà. Alors, ce vœu, Monsieur le Président, Je suis gardien du temps, donc il reste une demi-heure. OK. Faut rebondir après ça. Donc, le Président a évoqué, on va passer sur ce qu'on peut qualifier de collaboration, de complémentarité des services. La première question est la suivante. Quelle est votre vision de cette complémentarisation des ressources entre les SDIS et les SAMU pour une efficacité accrue des interventions et une optimisation des délais de prise en charge des victimes? Comment imaginez-vous l'aménagement du territoire en urgence préhospitalière? Monsieur Échou, vous aviez le micro. Je vous laisse débuter les réponses. Oui, on a déjà, je crois, finalement un peu parlé. Moi, je pense d'abord que la France n'est pas unique et que dans chaque département, les situations sont différentes et qu'il faut faire confiance à l'organisation sur chaque territoire pour que cette complémentarité puisse se mettre en œuvre. Il ne faut pas qu'on oublie nos amis ambulanciers qui ont un rôle important à jouer. On a vu l'amélioration de cette coordination lorsqu'un coordonnateur ambulancier a été positionné dans les centres 15.
Les ambulanciers ont leur ambulance géolocalisée. Bien sûr que tous les véhicules de sapeurs-pompiers, les ambulances sapeurs-pompiers soient géolocalisés. C'est même plutôt rare, me semble-t-il. Donc, cette question de la coordination, y compris avec les ambulanciers, à mon avis, est une source de progrès importante. Il y a juste ces questions de délai qui sont toujours importantes. Les ambulanciers ont leurs contraintes économiques. En tout cas, il y a des sujets d'équité. Moi, je dis souvent, on a eu beaucoup de débats avec la direction générale sur la valeur de la carence ambulancière. Il a fallu se battre pour arracher le chiffre symbolique de 200 € à l'époque. 209 fois. 209 maintenant, mais attendons le tarif de 2025, il va forcément progresser. Je ne suis pas sûr que les ambulanciers privés soient payés ce prix-là. Et une partie de nos difficultés financières, en tout cas, repose sur le fait qu'on n'est pas payé au juste prix lorsqu'on est amené à faire des carences ambulancières. Et qu'il faudrait, alors elles avaient été estimées autour de 400 et quelques euros à l'époque. En tout cas, les ambulanciers, alors les systèmes sont différents de remboursement, mais sont effectivement plus importants pour eux. Et moi, je crois aussi beaucoup par rapport à l'amélioration, à la dépose dans les centres de santé. L'ARS, globalement, a quasiment obligé à avoir des lieux d'accueil d'urgence dans les maisons de santé pluriprofessionnelles qui se mettent en place. Et ces lieux sont très peu utilisés, en tout cas dans la journée, alors qu'il y a même du temps médical qui est financé dans la maison de santé pluriprofessionnelle pour pouvoir accueillir des situations d'urgence. Et les pompiers n'ont pas l'autorisation souvent d'y déposer des malades. Donc on voit que pour avoir cette optimisation dans les délais de prise en charge, on a les outils nécessaires, me semble-t-il, aujourd'hui, on a une efficacité. Il faut sans doute plus d'armes souvent dans les centres 15 qui sont malheureusement un peu à la ramasse quelquefois dans le délai de décrocher, et qui est souvent un élément qui ressort. Je pense que dans les centres 18, on est sans doute un peu plus armé, me semble-t-il, en personnel proportionnellement sur ces questions. Et puis, c'est le travail avec tous les acteurs, et moi j'insiste sur les ambulanciers. On a bien vu dans notre département qu'au démarche, quand on a réussi à entamer un dialogue de plus grande qualité avec les ambulanciers, les choses se sont améliorées, et la permanence ambulancière et le coordinateur ambulancier était vraiment une vraie valeur ajoutée. On aurait préféré qu'il soit au centre 18 que le centre 15 dans la circonstance, mais peu importe, le principal c'est qu'il existe et que cette coordination soit efficace, parce que comme tu l'as dit, on fait trop d'interventions qui ne relèvent pas de l'ambition. Et il faut effectivement que les choses soient bien coordonnées de façon à ce que ça se passe d'une façon efficace. J'ai observé aussi, puis j'en resterai là pour pas être trop long, mais on a aussi une évolution de nos pratiques d'investissement et des logiciels qui font que à une certaine époque, chaque commune avait son centre de référence. Et qu'aujourd'hui, ils se mettent en place beaucoup plus de systèmes dynamiques qui font que c'est l'équipage qui est le plus prêt à partir, qui finalement part, même s'il n'est pas du centre de secours officiellement le plus proche. Donc on voit que les outils informatiques permettent aussi, et l'intelligence artificielle demain permettra demain, j'en suis sûr, d'avoir une plus grande efficacité. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président. Nous allons revenir très prochainement sur les carences ambulancières. Peut-être un dernier mot laissé sur cette thématique à Marc Mosé. Norbert, vous interviendrez aussi. Une complémentarité indispensable, véritablement indispensable, face aux défis aujourd'hui démographiques, défis financiers, défis d'attractivité. Vous l'avez dit sur les sapeurs-pompiers volontaires, c'est vrai pour les ambulanciers privés, c'est vrai dans le monde hospitalier, et défis systémiques, parce qu'on a un système qui aujourd'hui est fatigué. Et moi, je pense que cette complémentarité, elle doit être faite sans dogmatisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rebatte les cartes. Et on l'a dit aujourd'hui, la loi permet, par exemple, de mobiliser les associations de sécurité civile. C'est le cas dans certains départements, c'est loin d'être le cas partout. Donc, il faut regarder véritablement ce qu'on est en capacité avec une adaptation territoriale. Parce que ce qui est vrai dans les grosses infrastructures ou dans les agglomérations ne l'est pas forcément dans les départements ruraux.
Et donc, on ne pourra jamais adapter une règle, un dogme de la même façon partout. Et vu qu'il faut qu'on aille vite, je dirais juste, j'ouvre une porte parce que je sais que c'est un vœu qu'on partage. Il faut absolument retravailler le référentiel de secours à personne et d'aide médicale urgente. Il faut qu'on retravaille ce point-là parce que dedans, il y a des choses qui sont inscrites qui datent de 2008. Alors, il a été amendé en 2015, mais il y a quand même des choses qui datent de 2008, à l'époque où le système n'était absolument pas celui-là. Et donc, cette complémentarité, eh bien, il faut qu'on la trouve aujourd'hui avec les moyens dont on dispose et être le plus flexible possible pour éviter les tensions qu'on connaît aujourd'hui. Norbert, un mot? Oui, deux. Merci. Si, bonjour à tous. Oui, sur la complémentarité des services, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Marc, mais c'est une obligation qu'on arrête ou qu'on crée des concurrences, que ce soit avec les ambulanciers ou avec les associations de sécurité civile, mais également avec nos véhicules du service de santé, que ce soit des véhicules médicalisés ou des véhicules infirmiers. Il faudra, et on a déjà commencé à travailler, que sur un territoire, quand il y a une VL infirmier qui est implantée, faire attention qu'on ne fasse pas un doublon parce que là, je pense qu'on perdrait en complémentarité. Et cette complémentarité des services, si je peux juste rebondir sur un petit peu le thème d'avant, on la voit très bien quand il y a une crise. Quand il y a une crise, il n'y a pas de problème. On est tous dans la même pièce et on gère les moyens, et les moyens sont engagés de façon réfléchie et posée. Et des fois, je me pose la question pourquoi ça ne pourrait pas exister aussi quand on n'est pas en situation de crise. Et que ce soit pour la complémentarité ou pour le sujet d'avant, je pense que oui, il y a des études de fait, mais il faut, en science, il y a l'expérimentation, il y a le pragmatisme, et ça, on voit que ça peut marcher dans certains endroits, dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Vous avez vu la plaquette que vous avez sortie avec 75% des territoires sont contents de l'application de la loi Matras. Donc, on a ce terrain, mais après, il y a aussi certaines études. Et je pense que ce qui nous manque, pompiers et médecins pompiers, c'est des études faites par des spécialistes, pas par des gens du monde sapeurs-pompiers, pas par des gens du monde de la santé, mais par des gens spécialistes des organisations. Et moi, je demande que on se prenne un peu en charge et qu'il y ait des spécialistes des théories des organisations qui se penchent un peu sur notre problème. Et en dehors de tout dogmatisme, on arriverait peut-être à avancer. Et pas pour faire la contradiction, mais je pense que oui, il faut qu'on s'adapte, mais il ne faut pas que le dogme s'adapte. Maintenant, le dogme doit être combattu, c'est pour ça qu'on est ensemble, mais la réflexion doit s'adapter à chaque territoire. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire exactement dans un territoire comme Lyon, Paris ou la Mayenne ou la Manche la même organisation, mais il faut aller au-delà du dogme. Et de temps en temps, quand il y a des choses qui s'imposent, même si, comme on l'a bien dit, c'est question d'hommes, de temps en temps aussi, on a besoin, Madame la directrice, messieurs les parlementaires, d'une imposition en disant on siffle la récréation et maintenant on se met à travailler. Thomas Régnier, pour clôturer cette question. Un mot très rapide pour d'abord dire que je suis très satisfait qu'on ait le coordonnateur ambulancier sur la plateforme de régulation du SAMU, parce que si on coordonne mieux les ambulances, on optimise leur utilisation et on fait un peu moins appel à vous, et donc ça consomme moins d'équivalent temps plein avec toutes les difficultés que vous avez évoquées. Et puis après, sur la complémentarité, elle doit là encore se faire sur chaque territoire. Moi, je suis charentais, et je salue d'ailleurs les membres du SDIS 16 qui seront dans la salle. On a en Charente un SMUR à 30 minutes partout. En Gironde, département le plus grand, malheureusement, le maillage de SMUR ne permet pas d'être à 30 minutes de toute la population. Et donc, c'est là où il y a un enjeu fort de travail ensemble qu'on a lancé, de se coordonner avec les moyens, notamment les VLI pompiers, pour justement assurer un meilleur maillage, pour apporter du soin le plus rapidement possible en attendant que le SMUR arrive ensuite. C'est un exemple parmi tant d'autres de bonne coopération. Alors justement, pour rester dans cette complémentarisation, pensez-vous que l'élargissement des actes médicaux réalisables par les sapeurs-pompiers
constitue une solution durable pour améliorer la prise en charge des victimes dans le cadre des urgences préhospitalières? Je vais laisser la parole à Monsieur Fabien Matra. Je ne vais pas vous dire non. Peut-être 2 alors. Si elle me donne, alors, il faut partir du constat, à mon avis, que la demande est de plus en plus importante. Les gens font de plus en plus appel au secours. Et en même temps que la ressource est de plus en plus rare, que ce soit chez les médecins. On voit le nombre de services d'urgence qui sont régulés ou fermés, ou je ne sais pas comment il faut dire. On voit aussi les difficultés du volontariat à recruter. Et donc, à partir de là, si on veut répondre à la demande, il faut aussi peut-être que les compétences soient mieux réparties et que les sapeurs-pompiers montent en compétences, surtout qu'ils sont demandeurs pour le faire. Donc oui, je considère que c'est l'avenir. Je constate en tout cas que 2 ans après, les 70% de départements qui l'ont adopté, les SAMU sont satisfaits et les pompiers sont satisfaits aussi du fait que les pompiers peuvent faire des soins d'urgence. Donc je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'il faut aller plus loin. Peut-être élargir le nombre d'actes qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers, sans revenir sur le fait que le médecin doit rester le technicien. Les sapeurs-pompiers ne veulent pas devenir des médecins urgentistes. Mais si on prend l'exemple de l'ECG, la technique et la connaissance du médecin, à mon avis, est importante pour lire et interpréter l'ECG, pas forcément pour poser les électrodes. Donc les sapeurs-pompiers peuvent venir en appui sur ce volet-là. Et quand même, parce que c'est un peu ma maraude, mais je tourne autour, mais il faut se replacer dans l'intérêt de la victime. Tu disais, en Charente, il y a un SMUR à 30 minutes de n'importe où dans le département. Moi, le Var, si vous êtes dans les gorges du lac de Sainte-Croix, le SMUR, c'est 1 heure, 1 heure et quart. Quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque à cet endroit-là, je ne suis pas certain que si on ne va pas plus loin sur les gestes d'urgence et sur les techniques de réanimation, les drogues, je ne suis pas un expert, mais si on n'autorise pas les pompiers peut-être à aller plus loin sous supervision médicale, la personne a les mêmes chances de s'en sortir qu'en Charente où il a 30 minutes du SMUR. Donc honnêtement, mettons-nous autour de la table et voyons ce qui est possible de faire pour aller plus loin, en gardant à l'esprit que notre objectif doit être l'intérêt de la victime, et notamment dans les zones rurales. Je vous vois acquiescer, Karim Tazaroft. Une réaction par rapport à ces propos? C'est tellement en phase. C'est pour ça que l'effet recherché est triple. Premièrement, pour l'intérêt de la victime, on a impérativement besoin de raccourcir les temps d'administration. Je rappelle, l'allergie grave, ça tue dans notre pays plus de 500 personnes par an. Il suffit d'une injection d'adrénaline, on sauve la vie. Que les secouristes l'aient, on aurait dû le faire il y a 20 ans. Donc, c'est majeur et il faut le disséminer. Je ne parle même pas des capacités d'améliorer la réponse, type électrocardiogramme, et on ira probablement encore un peu plus loin. Deuxième effet important pour les pompiers, motivation intrinsèque. J'ai de la valeur ajoutée, j'ai de l'efficacité. C'est très intéressant, je rebondissais sur les ambulanciers parce qu'on a régulièrement besoin de l'engagement d'un VSAV pour comprendre ce qui se passe. À date, là, le modèle économique du secours d'urgence pour l'ambulance privée n'est pas stabilisé. D'ailleurs, je ne sais pas si un jour il le sera. Et je ne parle même pas de compétences. Mais moi, de plus en plus, je considère qu'il faut dissocier la phase de transport. Je ne pense pas qu'un VSAV ait à transporter un patient qui relève d'une maison médicale de santé. Je le dis froidement. Je pense qu'il faut trouver un autre moyen de transport et que le VSAV doit rester opérationnel. Que faire? Je ne sais pas. Mais je n'imagine pas que des secouristes déposent un patient, globalement, qui ne sera pas en brancard parce que les maisons médicales ne peuvent pas les prendre. Il y a une incongruité. Vous voyez, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à remodeler complètement la situation pour se dire que quand on engage un équipage de secouristes, il faut que ça soit pour des gestes. Ou alors, c'est un jour quelque chose qui est un truc gris, qui appartient aux pompiers avec deux personnes et qui est dédié à ça. En tout cas, il faut qu'on réinvente un modèle. Mais consacrer un VSAV opérationnel, ça n'a pas de sens. Donc oui, on ira de plus en plus loin. Et je rebondis juste sur l'intérêt de la régulation. Et là encore, la régulation médicalisée. En régulation, nous avons des infirmiers. On a des infirmiers dans la salle. Il y a un transfert de l'échelon santé sur l'échelon secouriste qui fait des actes de soins. Ça repositionne l'échelon santé. Et au sein de l'échelon santé, il y a un transfert entre médecins et infirmiers. Donc c'est intéressant parce que ça déstabilise tout le monde. Ça repositionne les statuts et ça repositionne les missions dans l'intérêt du patient, là encore avec l'obsession de la ressource humaine, motivation intrinsèque. Qu'est-ce que je donne comme valeur ajoutée à la tâche? Donc les effets sont triples, on doit aller en avant intelligemment, là encore dans des endroits isolés où la ressource d'ailleurs est de plus en plus rare. Ça pose une autre question, c'est que les VSAV capables d'aller faire des gestes compliqués dans des endroits isolés ne sont pas légion non plus. Donc il y a des choses aussi à avancer là-dessus. Ouais. Vous parliez de modèle de sécurité civile. Madame la directrice, peut-être un mot pour clôturer cette thématique et passer sur les carences ambulancières. Ce sujet n'est pas clôturé. Enfin, on a eu une première table ronde sur les missions globalement des services d'incendie et de secours. Je crois que ce qu'on vient de se dire, est-ce que c'est pertinent ou pas qu'un VSAV aille déposer dans une
maisons de santé. Enfin, tout ce qu'on vient de s'échanger ici, c'est les choses qu'on doit écrire dans le cadre du projet de loi qui sera issu du Bureau de la sécurité civile. Ça fait bouger évidemment les frontières entre nous. Mais bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'accords entre nous que de désaccords. Je ne sais même pas si on a des désaccords qui se sont exprimés d'ailleurs aujourd'hui. Donc voilà, ça reste à écrire et c'est vraiment notre travail, mais en concertation. Évidemment, la Direction générale de la sécurité civile ne le fera pas toute seule. Il y a suffisamment de travaux qui sont entre nous, que ce soit au niveau des associations ou bien au niveau des administrations centrales. Ce n'est pas des choses qu'on fera dans notre coin. Ça n'a pas été notre pratique par le passé. Et en revanche, il faut qu'on avance sur ces sujets. Vous parlez de futur, de prospective. Alors, le temps avance. Je vais nous tourner pour cette dernière thématique sur l'avenir du secours d'urgence en France. Monsieur Matras, je me tourne d'abord vers vous. Quel bilan vous faites de la loi dont vous avez été le porteur, notamment sur le secours d'urgence, et quelles sont les premières leçons que vous avez pu tirer de cette application? Très rapidement, du coup, pour faire tourner la parole, mais j'en ai un peu parlé dans la réponse d'avant. Enfin, moi, en tant qu'ancien parlementaire, le bilan que j'en tire, c'est quand je vois que 70% des SAMU sont contents, que 70% des pompiers sont contents, je me dis qu'on ne s'est pas trop planté, en fait. Donc, je pense qu'il faut continuer dans le même sens, avoir finalement la même démarche que celle qu'on a eue en 2021, associer tout le monde, avancer. En plus, je vois que même le SAMU, aujourd'hui, vous êtes plutôt favorable aux soins d'urgence. Donc, je pense que les planètes s'allient et qu'il faut y aller. Tout simplement, il faut continuer à avancer. Voilà. Madame la directrice, un complément à cet élan? Je ne dirais pas mieux. Pardon? Je ne dirais pas mieux. Pas mieux. Docteur Tazarourt, vous avez souhaité échanger sur cette thématique de l'avenir du secours? Forcé, là encore, on a les blancs, le monde blanc. Les ambulanciers privés sont une source majeure pour nous. C'est très, très important d'interface. On ne pourra pas les cantonner à un simple transport après intervention noble. Ça ne marchera pas. Ou alors, il faut trouver quelque chose qui, à date, n'existe pas. Donc, ce que dit Norbert est très important. Nous avons un travail d'aménagement à faire intelligent pour optimiser les engagements et les ressources de collègues blancs qui, pour certains, je parle d'ambulance privée, ont envie de faire du secours à personne, enfin du SWAP. Et je sais que ça peut irriter certains départements de pompiers, et je le comprends complètement. En même temps, il y a des territoires où les volontaires ont du mal à armer un fourgon pompe-tonne, donc peut-être qu'il peut y avoir une action publique pour implanter une ambulance privée. Bon, on a quelque chose à faire qui tient de l'aménagement du territoire, faire péter les cloisons et avoir les faits recherchés. Et là, on rebondit sur, à un moment donné, on devra se parler, transfert de budget, qu'est-ce qui se passe derrière, comment on régule ça au sens noble du terme, comment on fait en sorte que l'usage des moyens soit utilisé de manière efficiente, pas parcimonieuse, mais efficiente. Ça, c'est des vrais sujets sur lesquels on aura un rôle à jouer. Messieurs les présidents, peut-être un complément d'information en vos qualités d'élus locaux? Oui, je pense qu'il y a une dimension importante qui vient d'être évoquée parce qu'on a beaucoup parlé des mondes différents, enfin en tout cas de la complémentarité nécessaire entre les différents acteurs, donc la question de l'écosystème en lui-même. Mais je trouve que cette question, où vous avez employé le mot d'aménagement du territoire, elle est fondamentale. Et pour le coup, elle résonne bien chez les présidents de département que nous sommes. Quand on parle tout à l'heure de la différence qui peut exister suivant les départements et suivant le temps nécessaire au niveau de déplacement, et donc la manière dont les ASU peuvent apporter une plus-value éventuellement quand on n'a pas la capacité à pouvoir se déplacer plus rapidement, etc. On est vraiment sur la question d'un terme aujourd'hui qui est devenu assez courant dans l'action publique, qui est celui de l'aller vers, du premier ou du dernier kilomètre. C'est-à-dire comment est-ce que la complémentarité de l'action, des interventions, la nature même dont on intervient avec les ambulanciers privés, avec les sapeurs-pompiers, en lien ou pas avec un centre hospitalier qui est suffisamment proche ou pas, et qui permet d'apporter la réponse aux besoins des personnes, je crois qu'on est vraiment sur des sujets d'aménagement du territoire. Et je pense que cet angle-là est fondamental parce qu'on le traite souvent beaucoup sous l'angle professionnel, donc côté SDIS, côté centre hospitalier, etc. Mais je pense que cette entrée aménagement du territoire, et là c'est plutôt un retour aussi vers le national et vers l'État, je pense que nous devons aussi le penser collectivement, de l'État vers les collectivités, avec l'ensemble des acteurs professionnels qui sont autour, sous cet angle-là. Parce que je pense que de cette manière, nous avons peut-être une capacité à apporter une véritable plus-value en réactivité, en efficacité et en vie sauvée à terme dans l'intervention des uns et des autres, quelle que soit la nature de celle ou de celui qui intervient. Mais je crois que cette entrée aménagement du territoire est véritablement déterminante et elle permet aussi
la différenciation voulue par la loi 3DS, la différenciation entre nos différents départements qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, qui n'ont, enfin moi, pour parler parfois avec des collègues de Lozère ou de Creuse, il est clair que quand nous raisonnons, nous ici, sur 1 600 000 habitants, sur un département donc, qui est le plus vaste de France métropolitaine, avec cette concentration urbaine en son cœur et ces secteurs très ruraux, néanmoins, ce que me disent la Creuse et la Lozère, c'est que je ne sais pas ce que c'est que la ruralité, parce que la ruralité en Lozère, avec 76 000 habitants et une capitale métropolitaine qui fait 11 000 habitants, évidemment, ça n'est pas tout à fait le même mode de raisonnement que celui que nous pouvons avoir ici. On pourrait y rajouter, pour les Hauts-Savoyards, la question montagnarde, on peut y ajouter d'autres paramètres. Mais en tout cas, cette différenciation, elle est essentielle et c'est de cette manière qu'il faut, à mon avis, être capable d'apporter le bon niveau de réponse et la bonne nature de réponse, même si elle n'est pas forcément la même et uniforme partout. Et c'est pour cela qu'on